Bonjour les amis, bienvenue, nous sommes lundi sur le stream.fr et ainsi aussi sur la chaîne First Team sur YouTube avec Erwan, comme d'habitude tous les lundis pour parler de NBA. Comment tu vas? Ça va très bien, j'ai passé un super week-end devant ma télé. C'est vrai? J'ai vu de très gros matchs et j'ai envie d'en parler. Des matchs NBA? Oui, de matchs NBA, ouais. Ah oui, ouais, parce que j'ai vu l'OM vendredi, mais ça ne rentre pas dans la catégorie gros match. Donc, non, tu peux rentrer dans la catégorie match de merde, à la rigueur, match de merde. Absolument. Donc, chers amis, aujourd'hui au programme, et comme tous les lundis maintenant, vous en avez l'habitude, on va faire ça en 3 étapes. La première, ce sera la conférence Ouest. D'habitude, c'est la conférence Est, mais là, hier, il s'est passé pas mal de choses, notamment entre Denver et Portland. Et puis, on reviendra évidemment sur le Rockets Warriors des deux titans que sont James Harden et Kevin Durant. Puis, on ira dans la conférence Est, tranquillement, pour parler surtout de Kawhi, mais aussi donc de la deuxième série. On va parler des Celtics aussi. Et on va parler des Celtics, évidemment. De toute façon, ils sont un peu... oui, j'ai pas dit le nom. C'est vrai que la dernière série, c'est Boston contre Milwaukee. Et enfin, on ira en NCAA pour parler d'un prospect. C'est monsieur Darius Garland, deuxième meilleur meneur de cette promotion de draft. Il y a pas mal de trucs à dire, puisqu'il n'a joué que 5 matchs. Mais il fait partie de la filiation entre les Curry, les Lillard et les Trae Young. Et il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Une petite annonce à faire, Erwan? Non. Non, moi j'en ai une. La semaine dernière, je t'ai promis. Je t'ai promis la semaine dernière que j'allais t'offrir cette magnifique veste. Et finalement, j'ai changé d'avis en cours de route. Donc, non, je rigole. Tiens, c'est une belle veste de New York qui est vraiment, vraiment très cool. J'ai reçu plein de messages pour me demander où on pouvait la trouver. C'est évidemment sur le NBA Store. Elle est pas cadeau, mais on espère que KD. Si, elle est cadeau là pour le coup. Ouais, pour le coup, elle est cadeau. Est-ce qu'on peut dire officiellement que je ne te dois plus de chaussures? Ouais, on va dire ça. Ah, ouais. Si, tu peux me la rendre, sinon. Tu peux me la rendre, sinon. Non, mais bon, bref. Polo, on est d'accord, je ne dois plus de chaussures. Ah, ok, ça va. Polo, apparemment, c'est le juge. J'ai aussi une casquette là, mais je. Hein, t'es pas pour Miami? Non. Quelqu'un est pour Miami? Je la donnerai volontiers, chers amis. Bref, on va arrêter les conneries avec tous les cadeaux. J'ai aussi, je crois, un ticket de caisse de la ferme, mais là, vraiment, je pense que je vais trop loin. Donc, on va surtout aller. Garde-le, on sait jamais. Du coup, on va directement aller dans la conférence Ouest pour parler des deux séries qui nous intéressent. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Nous allons donc d'abord dans l'Oregon, puisqu'on va s'intéresser à Denver face à Portland, puisque c'est le match le plus éloigné au bout du rouleau. On va s'intéresser donc à la série la plus fraîche. On ira sur Rockets Warriors dans 5 minutes. Alors hier soir, Denver a réalisé une superbe performance, puisqu'ils ont gagné 116-112 sur le parquet de Portland pour égaliser. Mais avant ça, allons sur le 4e match si tu veux, mais avant ça, on a vu un match de légende en 4 prolongations. Alors parlons d'abord du match de légende parce que c'était déjà il y a 3 jours. Désolé mon Polo. 4 prolongations, un match qu'on a pu voir 2 fois d'ailleurs en direct et ensuite en différé. J'ai pas de souvenir d'avoir vu un match aussi serré. C'est normal, c'est pas arrivé depuis 60 piges. Hein, ouais, de mon vivant, non, j'ai pas souvenir de ce match-là en play-off. On était resté sur un match 2 où Portland avait gagné et récupéré l'avantage du terrain, mais c'était pas le plus beau des matchs auxquels on a pu assister. Ouais. Là, pour le coup, on a assisté à un match incroyable au bout du suspense. Et finalement, c'est des Blazers plus frais, j'ai envie de te dire, et mieux coachés surtout, qui ont pu gagner. Parce que pour moi, cette défaite des Nuggets, elle est pour Mike Malone. Clairement, dans sa gestion des 4 prolongations, il a coaché pour moi comme un tout petit coach professionnel. Tu aurais aimé quoi? Qu'il y ait plus de... au bout d'un moment... Plus de turnover, enfin, plus de rotation. Je trouve que quand tu veux que tes joueurs majeurs, et on sait que lui, ses fils, que ce soit Nico Jokic ou Jamal Murray, il a voulu leur donner les ballons chaque fois à la fin du match. Il aurait pu, au moins sur des débuts de prolongation, les faire souffler un petit peu. Qui fait basculer le match? C'est un mec qui sort du banc qui est frais, en la personne de Rodney Hood, bien sûr. De Rodney Hood. Je trouve que Mike Malone a complètement arrêté de coacher pendant les prolongations. Il a juste tiré sur ses mecs, pris quelques temps morts. Ouais, mais après, Thomas, il y a 4 prolongations. Ça, c'est facile de dire après le match. Non. Il y a 4 prolongations. Pendant le match, à chaque fois, c'était impossible de savoir qu'il allait... Moi, en regardant le match, je fais... Il faut qu'il leur file un petit... Il faut qu'il les fasse souffler un peu. Il faut qu'il leur fasse souffler un peu d'air parce que, surtout que Bill Barton est très bon. Will Barton est très bon. Que Harris est bon aussi. Que Millsap fait le taf. Il est là dans la prolongation. Et mec, Plumlee, qui toute l'année est un super backup de Jokic. Jokic ne peut plus mettre un panier, mais 2 points en 4 prolongations. Il est cramé. Donc c'est pas en défense qu'il va compenser.
Pourquoi tu donnes pas à Plumlee qui joue 11 minutes sur le match? Pourquoi tu lui donnes pas 2-3 minutes, 5 minutes sur la totalité? Tu lui fais commencer 1 ou 2 prolongations pour faire souffler et tu fais finir Jokic. Ça fait peur quand même. Ça fait peur. Le truc, c'est que regarde, alors là, évidemment, on dit ça avec des stats bruts après le match. Alors si vous entendez un petit bruit, c'est parce que juste au-dessus, il y a des travaux, mais rien de grave. Nikola Jokic, sur ce match-là, joue 65 minutes. C'est trop. 65 minutes, c'est complètement fou. Ensuite, dans la même équipe, il y a Jamal Murray qui joue 55, Gary Harris 50. De l'autre côté, le plus gros temps de jeu, c'est CJ McCollum avec 60 minutes, Damian Lillard 58 minutes. Alors forcément, quand tu rajoutes 20 minutes à 48, eh ben ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que je te rejoins un peu. Nikola Jokic joue beaucoup sur ce match-là. Il joue 65 minutes sur 68 possibles. Plumlee devrait peut-être un peu plus. Après, il y a la réalité d'une prolongation, c'est que tu les prends une par une quand tu coaches. Jamais tu te dis qu'on va prolonger tout ça. Et tu sais que les 2 premières minutes, en plus il y a ta petite théorie sur les prolongations, les 2 premières minutes d'une prolongation peuvent faire complètement basculer l'ensemble d'un match. Dès la deuxième prolongation, pour moi ça tient sur la première prolongation. Dès la deuxième, il doit se dire bon, puis ça se voit sur le. Franchement, je trouve qu'il y a des mecs en forme. Je trouve que Lillard, McCollum sont plutôt bien. Gary Harris c'est très bien, Millsap est très bien. Mais on voit que Jokic, il en peut plus. Il en peut plus. C'est lui qui a des tirs. C'est lui qui a des tirs pour faire plier le match. Il en peut plus. Je trouve que voilà, il aurait dû prendre un petit peu plus de risques. Ça a changé. Comme Plumlee, toute l'année, il a été dans la rotation. On sait que c'est pas lui qui va mettre les paniers de la gagne. Par contre, il va défendre. Et même Nikola Jokic lâche des rebonds offensifs parce qu'il est au bout du rouleau. Donc pour toi, la bascule de ce match-là, c'est sur la rotation de les minutes possibles de Plumlee. Oui, mais là, tout change. Là, tout change en prolongation. C'est un basket complètement différent. Tout le monde est tellement oxy. Je trouve que d'ailleurs, Mike Malone le reconnaîtra en conférence de presse. Il dira 65 minutes pour Nikola Jokic, je ne dois pas lui infliger ça. C'est en partie de ma faute. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Cette défaite, pour moi, elle est en partie due au manque de flair de Mike Malone, que ce soit sur Jamal Murray et Nikola Jokic. Bon, l'avantage, c'est que la série est longue. La série est longue. Après ce match-là, alors tu as vite fait effleurer la chose, mais on rendra hommage surtout à Rodney Hood qui rentre et sur son premier ballon, on va mettre un petit post-up. Deuxième ballon, un petit step back à 2 points. Et enfin, ce tir salvateur. Donc 7 points d'affilée pour clore ce match en 4e prolongation, sans Rodney Hood et donc ce peps et cette énergie venue du banc. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer une issue un peu différente. C'était un match absolument incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez le League Pass, n'hésitez surtout pas à le regarder. Prévoyez quand même une plage de 3 heures pour aller au bout. Parce qu'il était très long. Lillard est très bien défendu dans ce match-là et c'est CJ McCollum qui prend le relais avec des tirs incroyable. Il a 41 et il est incroyable en prolongation. Il met d'ailleurs, Polo, n'hésite pas, tu as ce petit tableau, il met 18 points en prolongation, c'est le plus gros total depuis 20 piges. Alors évidemment, quand tu joues 20 minutes, ça aide, quand tu en joues 5, c'est différent, mais c'était vraiment le moment de montrer combien CJ McCollum est important dans cet effectif, on le sait, mais à quel point Lillard lui laisse cette place, on en a souvent parlé entre nous. Là, McCollum a pris la balle, a fait beaucoup d'ISO ou de pick and roll et a assuré avec des step back à 3 points totalement extraordinaires. Ouais, non mais vraiment, on le sait, on sait que quand Lillard est pas dans un grand soir ou bien défendu, là il était surtout bien défendu. On parlait avant l'émission de cette défense de Gary Harris beaucoup plus dans les jambes de Lillard. Il le contrarie beaucoup plus et on comparait un petit peu avec la défense de Paul George notamment. Donc bon, ça nous envoie vers un débat un peu trop long. Ouais. En tout cas, très intéressant de voir les options prises par Denver sur la défense sur Lillard. C'est une série vraiment super intéressante. Et hier, on a encore vu les Nuggets revenir. On était curieux de ce match 4. Qui allait être le plus fatigué, qui allait être le plus revanchard. Et finalement, on a trouvé des Nuggets. Moi, j'ai trouvé des Nuggets plus frais, même si le match joue encore sur la fin, plus frais et avec plus d'armes, notamment une profondeur de banc qui fait la bascule et qui risque peut-être de faire la bascule sur le reste de la série. J'ai l'impression que sur les clés de la série, tout se vérifie, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur de banc, une équipe n'est pas mieux coachée, mais en tout cas qui a plus d'armes et donc qui va aller, si la série va loin, aura plus de souffle. On n'a pas parlé sur le match 4, mais c'est vrai que là, quand tu vois des Will Barton, tu vois des Jamal Murray, tu vois du Gary Harris, tu vois du Jokic, tu vois du Millsap, tu vois du truc, tu vois du machin, tu vois même pas Isaiah Thomas sur le terrain, et pourtant ton équipe a beaucoup d'atouts. C'était intéressant quand même de voir la réaction de Denver, parce qu'au premier tour, tu l'as dit plutôt souvent qu'ils apprenaient très rapidement un 7e match contre les Spurs. Tu te qualifies, tu découvres aussi le 2e tour. Et ce match-là était complètement couperé parce qu'on imagine qu'un match 4 à l'extérieur, tu le perds, t'es mené 3-1, normalement la série est finie. Et tu vas poser tes couilles dans un match hyper serré à l'extérieur. Et Denver fait une performance, d'après moi, tu vois, de grande équipe, j'ai envie de dire, d'équipe hyper enthousiasmante. Ouais, d'équipe sûre de sa force, une équipe qui a vite compris que ce match-là était un match charnière. Ouais. Maintenant, ce sont deux équipes à réaction, que ce soit Denver au premier tour
ou Portland qui a perdu le premier match face à Denver. C'est deux équipes qui, chaque fois, ils réagissent bien après des défaites. C'est vrai. Je suis très impatient de voir ce match 5. On rappelle que la série, pardon. On rappelle que la série retourne dans le Colorado. Je vais y arriver. Retourne dans le Colorado. Alors, restons 30 secondes sur le match d'hier. Will Barton a été très fort en sortie de banc. Pour l'inciter, parce que ça lui rappelle quand je ronfle en déplacement. Oui, parce qu'Erwan a gagné la médaille d'or du championnat de France des mecs qui ronflent tellement ils ronflent fort. Ouais, du monde. Mais on n'a pas encore fait tous les pays asiatiques. Peut-être que d'autres gens ronflent encore plus fort. Donc hier soir, Jamal Murray encore vraiment très très fort. Autant que le ronflement d'Erwan. 34 points à 10 sur 20 au tir en 38 minutes. Nikola Jokic est encore une fois en triple-double à 21 points, 12 rebonds, 11 passes. Son troisième des playoffs. Son troisième des playoffs, ça commence à faire beaucoup. C'est une victoire, donc on l'a dit, incroyable de Denver sur une fin de match où la pièce peut tomber de l'un ou de l'autre côté, mais finalement, tu l'as dit, c'est la fraîcheur qui a fait la différence, j'ai l'impression. Là, on se retrouve sur une série maintenant au meilleur des 3 matchs. Ouais. C'est vrai que j'avais dit Portland au début, et après 3 matchs, c'est deux équipes très proches l'une de l'autre. En même temps, le deuxième de la conférence Ouest face au troisième, forcément, ils sont proches. J'ai l'impression que la fraîcheur et que les Nuggets possèdent plus d'armes. Maintenant, Portland sur un match, il suffit qu'ils gagnent le match là-bas, ils sont capables de le faire. Franchement, c'est la série qu'on espérait, c'est la série dont on avait dit que ça allait être très serré jusqu'au bout. On est en plein dedans. Bon alors, du coup, sur les 3 matchs, là, qu'est-ce que tu dis? Bon, je vais rester sur Portland, je vais pas changer. T'avais mis Portland, toi, qui va en finale? Ouais, non, au début de la série. Au début de la série. Au début de la série, j'ai mis OKC tous les deux. Non, j'ai mis OKC, moi. J'en suis. Moi aussi, je te rassure. J'étais loin du compte. Je vais rester sur Portland pour pas changer tout le temps parce que c'est trop facile. Mais j'ai l'impression que Denver est un peu plus frais et surtout a plus d'armes. Quand je vois les Will Barton, les Gary Harris qui amènent en plus de Jokic et Murray des choses. Millsap est très bon sur la série. Paul me le montrait ce matin. Et ouais, donc peut-être plus d'armes côté. Et puis Kanter à l'épaule en vrac. C'est quand même épaule disloquée, on en parlait juste avant, quand même incroyable d'imaginer de jouer 50 minutes avec une seule épaule, ça me paraît complètement fou. Quelques commentaires, les gars, de Nomad par exemple, qui nous dit le problème de Denver et de ce fait d'être dans la réaction, c'est que ça ne passera pas à chaque tour, surtout face à l'ogre qui se présente s'il passait. Ils en sont pas encore là, la saison est déjà tellement réussie. Mais surtout, moi je crois qu'en play-off, on est vraiment au jour le jour. Et quand on dit non, mais une équipe à réaction environ. Oui, non, mais c'est aussi ça, tes playoffs, c'est être capable de réagir. Et vous mettre une équipe capable de réagir plutôt qu'une équipe qui a tout planifié. Denver, je suis pas sûr qu'ils avaient planifié cette année de finir deuxième. Peut-être au deuxième tour des playoffs, peut-être en position pour la finale de conf. Voilà, exactement, en bonne position pour être en finale de conf. Aujourd'hui, ils prennent les match après match. Ils feront un bilan à la fin. On est tout le temps en train d'essayer d'analyser le plan qui n'était pas si dessiné comme ça, comme si. Enfin, ils ont perdu l'avantage du terrain. Ils sont allés le récupérer à Portland, qui n'avait pas perdu un match de playoff cette saison chez eux. Moi, je trouve que plutôt que cette équipe, non, au contraire, est plutôt rassurante dans sa manière de faire. J'ai vu plein de choses sur Twitter. Clairement, si t'es fan des Nuggets, t'es au max du max après les échecs des dernières saisons. Là, t'as une vraie possibilité d'en finale de conf. C'est incroyable. Rappelez que Chris Paul, avant l'année dernière, n'avait jamais joué de finale de conf. J'entendais mon pote Xav Vossian qui disait ah, mais Portland. Denver, j'ai peur qu'ils arrivent cramés en finale de conf. Ils sont en finale de conf, les mecs. Attends, s'ils arrivent en finale de conf, la saison deuxième de la conférence Ouest en saison régulière, finale de conférence. Non mais ta saison, elle est réussie à 2000%. Je comprends pas, en fait, d'arriver cramé. On s'en fout, après, t'es en vacances. Oui, complètement. On continue sur quelques commentaires. Le gap de coaching entre OKC et Denver risque de coûter cher aux Blazers. De plus, la hype autour d'eux, les desserts, c'est Yenga qui dit ça. Non, j'ai pas l'impression. C'est une équipe plutôt simple, humble, qui s'est construit. On se souvient qu'il y a eu quand même 2 échecs d'affilée, 2 saisons d'affilée sur une non-qualification en playoff de pas grand-chose. C'est une équipe qui sait d'où elle vient, avec le même coach, les mêmes joueurs. Non, je trouve que c'est une équipe plutôt qui a la tête sur les épaules. Allez, un dernier commentaire de Sim3146. J'avais dit que la série serait serrée. J'avais vu juste. Bravo, gros. Il y a l'auto vendredi, tu devrais y aller. Non, tranquille, mais c'est vrai qu'on est ravis de voir cette série entre 2 bonnes équipes de basket et 2 équipes très complètes avec quand même des mecs comme Jokic par exemple qui sont clairement en train de d'éclore et d'arriver dans un prime qui était difficile de cerner il y a encore 3-4 ans. Enfin bref, allons sur la deuxième série, la série des Titans, donc entre Houston et Golden State. Il y a 2-1 après la victoire sur le match 3 de Houston après prolongation. Encore une fois, dans un match hyper serré. On a de la chance dans cette série. Alors d'abord, tes premières impressions, Erwan, sur cette petite série? Moi, j'ai l'impression quand même que Houston doit faire tellement de choses pour prendre un match aux Warriors. Là, le match 3, ils font un match exceptionnel. Harden est fantastique.
l'apport de Schumpert, l'apport de PJ Tucker est incroyable. Bon, Schumpert, il est bon. Schumpert, il est très très bon. Il est en peu de choses, là, il est bon. Ah ouais. Austin Rivers, c'est bon. Chris Paul est bon. Capella Harden est bon. Harden est fantastique. Capella retrouve de l'allant et pèse un peu plus dans ses duels. Comme quoi, tu vois, on parle souvent d'ajustement tactique, technique. Des fois, Anthony s'en bat les couilles. non, mais des fois, on est un peu dans la masturbation intellectuelle. Et au bout d'un moment, le basket, ça reste juste gagner des duels, gagner des match-ups. Et c'est ce que Clint Capella a fait. Ils n'ont pas changé beaucoup de choses, mais je pense que Clint Capella, il a attaqué ce match 3 avec un autre état d'esprit, une envie de revanche, et ça s'est senti. Il a pesé sur ce match. Alors, on a toujours ce pick and roll central qui est bien défendu, mais par son activité, par son envie d'aller au rebond offensif, par sa disponibilité, il a réussi à peser. Comme quoi, des fois, on n'est pas tout le temps obligé de tout réinventer dans le basket. Juste dire, allez, j'ai envie de gagner mon duel, ça peut suffire. Et en restant sur Houston, c'est vrai que ce match, j'imagine que tout le monde a vu, c'était samedi soir à 2h30, le seul match de la nuit d'ailleurs de ce samedi. Je te rejoins complètement sur un truc, c'est que ce match-là prouve malheureusement pour Houston que pour gagner un match, ils doivent être presque parfaits. Le premier mec qui me vient, t'as parlé de Capella, moi c'est Eric Gordon que j'ai trouvé, qu'on a trouvé extraordinaire dans l'adresse. Il finit à quoi? À 7 sur 14 au tir, 30 points, et il a été vraiment le deuxième leader avec James Harden. Et t'es obligé d'avoir tes Antetokounmpo au top de leur potentiel. Le problème, c'est qu'il faut le faire sur 4 matchs, sachant qu'il ne faut pas en perdre 4. Donc tu es dans une logique et une équation qui est complètement insoluble. En face, et on va y arriver rapidement, on va parler évidemment de Stephen Curry, il faut quand même que le deuxième meilleur joueur de l'équipe en face soit nul à chier pour te permettre de gagner en prolongation. Donc c'est quand même difficile d'imaginer Houston s'en sortir dans cette série, et pourtant c'est sûrement l'équipe qui, d'après nous tous, a le plus d'armes pour les battre. C'est sûr, mais c'est le grand malheur de jouer les Warriors, c'est que les Warriors débattent sur un match. Oui, les battre sur une série au meilleur des 7, c'est plus compliqué. Et moi, c'est le sentiment que j'ai quand je sors de ce match-là. Quand je finis le match, je me dis, bon, ils ont gagné, c'est cool la série. Bravo la série. Bravo. Ils ont fait vraiment un match énorme, un match avec du cœur, un match où il y a des mecs qui sont sortis du bois. Bravo. Par contre, il faut qu'ils fassent ça 4 fois pour battre les Warriors. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Parce qu'en face, certes, Steph Curry est cata, mais Kevin Durant est magnifique. Draymond Green joue peut-être le meilleur basket de sa carrière. Ça fait longtemps qu'on a son association avec Iguodala, c'est incroyable. Alors, restons là-dessus avant d'aller sur KD et tout ça. Il y a un truc que j'adore, c'est que donc Draymond Green joue poste 4 dans leur attaque vraiment, mais Iguodala est dans un rôle complètement chelou. Alors on l'avait déjà vu avant, de 5e équipier, et il est tout le temps sur les lignes de fond, des petites passes, des dunks. Tu vois, alors il met dedans, il met 2 énormes tirs corner incroyable, mais je parle vraiment dans les petits espaces. On l'oublie, une prise à 2 sur KD ou sur Steph Curry, et il est toujours dispo. Et c'est vrai que la relation entre Draymond Green et Iguodala est parfaite, j'ai envie de te dire. Là, Hilo, là, à chaque fois, il se trouve, c'est incroyable. Et pourtant, le banc est plutôt faible côté Golden State. Tu vois Livingston à 3 points, tu vois Bogut qui joue 3 minutes, t'as Kevin Looney qui met un beau contre à un moment, mais t'as pas l'impression qu'il pèse. Ensuite, McKinney et Jerebko, qui jouent vraiment à 5, et ça marche. Le banc met 7 points, Thomas. Bah ouais, sur 121 Alors qu'avant, on savait que c'était une force. C'était une force. Après, on se rappelle que Iguodala, exceptionnellement pour cette série, c'était pas le cas toute la saison régulière. Et sur le premier tour, il sort. Au premier tour, il est dans le 5 depuis le dernier match contre les Clippers. D'accord, mais sinon. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est un vrai changement. Voilà, non, mais donc forcément, ça peut s'expliquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce 5-là, ce 5 de la mort, il marche tellement bien, et des deux côtés du terrain. Apparemment, il y a quelqu'un qui t'appelle. C'est Steve Kerr qui. Steve Kerr qui apparemment a une conférence de presse a donné. Tu vois, Iguodala 6 sur 9 au tir, 3 sur 4 à 3 points, 3 passes décisives, 5 rebonds, et puis défensivement quoi. Bah bien sûr. Défensivement, ce qu'il fait quand il prend Harden en bune à bune, quand il va défendre il peut défendre sur tout le monde. Vraiment génial. Absolument. Je vois Jojo El Rocho. Non, c'est pas l'équipe qui a le plus d'armes pour la vaincre. Arrêtez avec ça, bon sang. Alors, c'est peut-être pas l'équipe qui a le plus d'armes pour défendre. Il y en a peut-être à l'Est. Mais j'ai quand même l'impression que c'est la meilleure. Non, moi, je parlais de toute la NBA. Ouais. Je pense quand même que c'est la meilleure équipe après les Warriors. Mais bon, on pourra en discuter. C'est pas trop le débat. Allons donc sur 2 choses. La première, c'est KD. KD qui est totalement phénoménal. Alors, on vous invite à aller revoir le First Day Show de jeudi dernier. Est-ce que KD est maintenant, en 2019, le meilleur joueur du monde? Eh bien, ça tombe bien, parce que le lendemain donc, de l'émission, il a mis 46 dans un match incroyable. Son passage, fin de 3e, début de 4e, où il prend tous les ballons. Même dans tout cas, tu t'imagines pas faire ça. D'ailleurs, c'est l'homme qui a marqué le plus de points sur les 4 premiers matchs de campagne de play-off à l'extérieur. Bravo à KD, regardez le petit tableau qui est incroyable. Alors, KD est extraordinaire. Il est extraordinaire, vraiment, mais c'est ce qu'on disait jeudi, c'est qu'il est indéfendable, une panoplie rare, et puis quand il rentre dans la zone, il a quand même cette tendance à être capable d'y rentrer très rapidement. Eh ben, il est indéfendable, parce que
mi-distance. Si tu le colles, il va au drive, il va finir près du panier. Si tu recules un peu, il te met des filoches à 3 points ou à mi-distance. Il est bon passeur, en plus. Bien sûr, bien Donc sûr. c'est compliqué. C'est lui qui, à un moment donné, dit... Je pense qu'il sent que Steph n'est pas dans un grand soir et je pense qu'il a eu le nez creux là-dessus. Pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour savoir qu'il passe un grand soir. Et il se dit, c'est à moi de remettre cette équipe en place. Klay Thompson se brûle défensivement, que ce soit sur Gordon ou sur Harden, même s'il mettra quelques tirs assez intéressants. Il se dit, c'est à moi à ramener l'équipe, et quand ils sont à moins 10, c'est lui qui les ramène. Bah absolument. Et ça dure 3 minutes. Ça dure 3 minutes, mais il recolle et ce match, il les envoie en prolongation. Après, ça ne se passe pas comme il le souhaiterait, mais oui, clairement, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand ils sont dans le dur, c'est ballon KD. Hein. C'est pas une impression. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas une impression, clairement je regardais KD et Green on jouait tout seul, c'était affligeant. C'est vrai que c'est marrant parce que la manière dont on parle, après on ira sur le duel entre les deux. On a l'impression que c'est les Warriors qui ont gagné depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'as l'impression, tu vois. Alors Houston a gagné, mais on a cette impression que de toute manière Golden State est tellement au-dessus, et donc du coup on en parle comme ça. C'est l'impression qu'on a, c'est que ils sont même en perdant hier, j'ai trouvé une force collective assez incroyable, quoi. Et pourtant Steph Curry est cata. Tu vois ce que je veux dire? Klay Thompson n'est pas non plus très bon en attaque notamment, mais j'ai trouvé cette force là. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive, quoi? C'est-à-dire, même quand ils sont à moins 10 dans les minutes 34, ils arrivent toujours à faire des runs. À Houston, ils arrivent toujours à faire des runs pour recoller, ils arrivent toujours à avoir les ballons pour gagner, ils arrivent toujours à mettre la défense qu'il faut. Ils sont très bien organisés défensivement. Iguodala et Green, encore là, dans les rotations, on vient fermer très tôt. Ils sont prêts, les cons. Ils sont prêts. Ouais. Et Steph disait un truc tellement intéressant, c'est que la blessure de DeMarcus Cousins a complètement peut-être libéré Draymond Green. On a retrouvé l'aura de Draymond Green en défense. Et ça se sent clairement, elle défend beaucoup mieux cette équipe comme ça. Il y a Raven Harder qui dit, imaginez avec Cousins, ça serait encore pire à l'intérieur. Moi je répète, je pense que cette équipe est meilleure sans lui. On a déjà fait un truc. En tout cas, défensivement, ce qu'ils font depuis qu'il est blessé, mais ils le faisaient pas avec des marques. Donc l'équipe est meilleure. Parce qu'en attaque, elle n'est pas vraiment moins bonne. Et en défense, elle est vraiment largement meilleure. Donc bon. Allons donc sur ce duel de James Harden qui a encore failli se faire crever un œil au début du match par Draymond Green. J'étais pas content. Une fois, c'est pas fait exprès. La deuxième, ça commence à être chiant. Surtout que la première, les stigmates sont encore très 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 visibles pour notre ami James Harden. Alors c'était un duel extraordinaire. James Harden a mis des tirs, dont le dernier à 3 points là. Non mais attends, On en revient à ce que... Non mais attends. Ils sont obligés de faire des trucs. Après, James Harden est comme ça. A toujours eu ça en lui. Et d'ailleurs, on l'a bien dit sur les 2 premiers matchs, on a l'impression que Houston est obligé, action par action, même pas sur un match complet, mais action par action, de faire des exploits. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de layup, c'est très difficile. Je suis content pour Houston et je suis content pour James Harden qu'ils aient gagné et que James Harden ait mis ce gros tir parce que en surfant un petit peu sur les émissions aux États-Unis, on commence à dire James Harden en playoff, c'est quand même un bon choker, il n'arrive pas. Il y a eu 2-3 fois, on se souvient que c'était les Spurs il y a 2 ans, certes, où il se fait physiquement cramer. L'année dernière, il ne gagne pas, malheureusement. L'année dernière. D'accord, mais en tout cas, moi je ne crois pas que James Harden soit un choker. Et mettre ce tir-là, c'est offrir la victoire à son équipe, c'était bien aussi. Ça va faire fermer quelques bouches. On peut ne pas aimer James Harden pour plein de raisons. Un peu plus. Moi, dire que c'est un choker, il fait gagner un match en playoff contre une équipe gigantesque avec un tir fantastique en mettant 40 pions. C'est sûr. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est un choker. On peut débattre de plein de choses. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un choker? Je dirais pas que c'est un choker. En revanche, on peut, au bout de 3-4 saisons, se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas champion un jour. Tu peux te poser des questions. Tu peux dire, est-ce que dans les très grands moments de play-off, James Harden ne se sublime pas, pas assez, du coup? Non, moi je suis pas d'accord. Je veux pas sur ce que j'ai vu. Non, mais moi je pense que c'est un joueur sublime qui adore les grands moments, comme on parle comme Lillard adore ça, comme Kevin Durant adore ça, comme plein d'autres adorent ça. Je pense que le problème de James Harden, c'est pas le fond, c'est plus la forme, c'est la manière d'y arriver. Regarde, j'aime bien ce commentaire. Écoute ce commentaire, il y a Jojo à l'Euroshow qui nous dit de là à dire que c'est un choker. Non, on est d'accord. Mais regardez ces pourcentages, ils n'ont pas beaucoup step up par rapport à la saison régulière. Et c'est vrai qu'on aime bien l'idée qu'en play-off, alors pas forcément en termes de points et tout, mais en tout cas, tu épures ton jeu parce qu'en face, c'est très difficile. Donc si tu arrives à être au moins au même niveau qu'en saison régulière, ça veut dire que t'es pas un choker. On en revient à ce qu'on dit tout le temps sur Houston, tout est dur. Alors déjà, la défense des Warriors leur oblige à faire des choses compliquées, mais ils sont beaucoup dans le 1 contre 1, dans la création. Donc forcément, les pourcentages sont pas ouf, mais parce que tout ce qu'ils font, c'est dur. Je te disais, Steph Curry, quand il est pas bien, ils vont lui mettre 2-3 écrans, il va attraper, shooter, mettre dedans, ça va le rassurer. À Houston, il n'y a pas ça. James Harden, tout ce qu'il fait, c'est lecture de pick and roll et c'est tir dans la gueule derrière avec des step back ou aller provoquer les mecs et aller mettre des layups sur des mecs de 2-10. C'est archi compliqué, quoi.
Non, mais c'est compliqué, mais c'est leur style de jeu qui veut. Donc j'en reviens. Pour moi, c'est pas le fond, c'est la forme le problème de James Harden. Voilà, donc peut-être qu'avec D'Antoni ou un autre, un jour il y arrivera. Mais moi, je crois que c'est un mec en playoff. Oui, tiens, je te donne la balle, fais-moi gagner. Oui, je pense que je peux lui donner la balle sans avoir trop de doutes. Sachant que jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été le cas, à part au question en 2012, dans un style différent. Moi, tu me parles de sensation, moi, je te parle de ce qui s'est passé. Il perd contre Houston il y a 2 ans. Il y a pas Chris Paul, il est un petit peu tout seul. Attends, il y a 2 ans, donc il était encore dans un apprentissage. L'année dernière, il perd en 7 matchs face à la meilleure équipe de tous les temps. Et cette année, il risque de se faire sortir encore face à la meilleure équipe de tous les temps. C'est sûr. Ça va, quoi. Ça va. Enfin, je trouve que de là à le condamner, surtout que chaque fois, j'ai l'impression que surtout que chaque fois, il tombe avec son équipe contre meilleur que lui. 44%, 39 en playoff. C'est pas beau, hein. Pour le coup, c'est. Ah bah fou. Mais il y a beaucoup de possessions. Moi, ma théorie, c'est que les pourcentages, ils me dérangent pas tant que tu gagnes. Hein. Moi, les mathématiciens. Ah ouais, mais 39, c'est pas beaucoup. Hein. Tu sais ce que j'en pense. Moi, j'entends, mais je regarde les matchs aussi. Il fait des efforts défensifs. Mais il défend. Il défend. Il fait des efforts. Il défend. Il prend les écarts, mais il défend, quoi. Au bout d'un moment, il se je te dis, après, c'est le style de jeu des Rockets. Tout est compliqué. Et là, je pense qu'il a affaire à une énorme défense. Donc, oui, les pourcentages sont pas ouf. Moi, ce que je vois, c'est qu'il met le step back pour la gagne et qu'il fait gagner son équipe et qu'il relance la série. On a le droit aussi de dire ça. Ah, mais bien sûr, absolument. Voilà. Allons sur Steph Curry. Alors, on en a vu beaucoup. Mais l'avantage, c'est que c'était totalement mérité parce que notre ami Steph Curry, regardez-moi ses stats honteux sur la prolongation. Alors, on va se focaliser sur la prolongation, mais sur le match en général, je l'ai rarement vu faire un match aussi piteux dans tous les aspects du jeu, l'adresse, regardez les stats sur la série, c'est incroyable, l'adresse, l'implication aussi, et ce jeu m'en fout, qui par moment, moi, me paraît incroyable, et pourtant on a vu cette photo en sortant, là, il est limite en pleurs, en entrant dans les vestiaires, c'était assez incroyable. Moi, j'ai bien aimé cette photo, pas parce que je suis un anti-Curry ou bien au contraire, mais j'ai bien aimé parce que ça montre quelque part qu'il l'a mauvaise. Maintenant, rater un match, ça arrive, maintenant c'est une fois de plus avec Steph Curry, c'est la manière, c'est que c'est un kiffeur, quoi. J'ai l'impression que le kiff avant tout, quand il monte au dunk comme ça et tout, on dirait un cadet des régions, fin d'entraînement, torse-poil, qui va prendre un énorme stop. Et que ça finit évidemment en entorse, c'est pas drôle. J'ai pas compris. Alors après, il est pas bon en attaque, je trouve qu'il se dépouille en défense, il fait des efforts terribles sur les pick and roll parce qu'il change pas sur James Harden. Il joue comme un grand. Il joue comme un grand. Il step, il va rependre et tout, il fait vraiment beaucoup d'efforts. Maintenant, quand il passe au travers, il fait pas semblant, notre ami, de passer au travers. Et c'est vrai que cette photo-là, quand on le voit quasiment les larmes aux yeux avec Iguodala qui le... pas celle-là, parce que celle-là, elle est incroyable. Qui est en train de le réconcilier, je trouve que c'est plutôt encourageant pour la suite. Et comme disait Steph dans la discussion qu'on avait ce week-end, je suis pas inquiet pour lui pour la suite. Non, mais moi, de toute manière, on n'est pas là à dire qu'on est inquiet. Moi, je te parle vraiment de l'instant T, de ce moment, cet épiphénomène, un des matchs les pires. On a parlé avec Polo qui était remonté, parti à l'île de Ré se ressourcer. Le gars, il a insulté Steph Curry comme si c'était son beau-frère qui avait trompé sa sœur. Ça m'apparaît complètement incroyable. Mais c'est vrai que quand tu regardes, les attitudes étaient cata, le pourcentage était honteux. Alors on va quand même rappeler ses stats sur le match. Il finit à 17 points, à 7 sur 23 au tir et 2 sur 9 à 3 points. Il rate beaucoup de lay-up. Et on n'a pas l'habitude de le voir. On loue évidemment ses qualités d'adresse et tout, mais ses qualités de finition près du cercle font partie de l'élite de la NBA. Et là, il ratait des trucs, mon gars. Un peu contesté et tout, mais qui marque d'habitude un très mauvais soir. Un très mauvais soir. En préparant cette émission, je suis allé sur Google, j'ai mis je fais The Worst Game in Playoff NBA. Et je suis tombé sur une liste de matchs de stars ratés en playoff. Des 1 sur 15. Tu retrouves des Jordan, tu retrouves des Magic Johnson, tu retrouves des Larry Bird, tu retrouves des Kobe, tu retrouves des... Donc finalement, voilà, oui, il rate ce match-là. Alors certains diront, oui, mais il a la chance de jouer avec des mecs forts à côté. C'est vrai. Mais je crois que Steph Curry revient tout le temps, quelque part. Bien sûr, il revient tout le temps. C'est vrai que je l'avais trouvé très fort sur le premier tour, un petit peu moins sur ce deuxième tour-là. Mais je vous dis, moi, défensivement, il fait des vrais efforts quand je le vois faire des grands sprints pour récupérer. Peut-être que physiquement, il a été touché. Puis il y a un truc aussi que Steph Curry n'aime pas du tout. C'est la maillotche. Et là, quand Austin Rivers, kind of beau-frère, je sais pas c'est quoi le bise, parce que c'est son frère qui serait que c'est la sœur de Austin. Donc il y a un bif de famille. Bif, je rigole, mais ils se connaissent. Parce qu'ils sont surtout potes. Mais En tout cas, quand Austin Rivers, qui est exemplaire sur la série, lui met du bois, il aime pas ça. Et ça... On peut me dire ce qu'on veut, il a progressé dans plein de choses, défensivement notamment, je trouve qu'il a pris du gab, il encaisse plus les chocs, mais quand il a un mec qui lui mord les mollets, il aime pas ça. Ça, on l'a vu à tous les niveaux. En général, ce sont des postes 4. À un moment donné, il met un coup de coude. Tu l'as vu, poste 4 shooter. Un coup de coude à Austin Rivers, comme ça, qui vient dans son short et tout. Oui, il a été contrarié. Et je pense que dans cette série, quelque part, qui est très physique, il va falloir que lui soit prêt aussi parce que rater des layups comme il fait... de manière aussi inhabituelle, ça prouve bien que il s'est fait rentrer dedans, qu'il n'aimait pas ça. Et ça explique un petit peu son manque d'adresse. Absolument. 4e match ce soir, à Houston.
Donc ça va être très cool. Alors je regardais l'heure, à 3h30 du matin. Bon courage, on regarde sûrement le demain matin au réveil. Là, avec le week-end que je me suis envoyé, les matchs la nuit, je vais me le faire au réveil. Alors, mais 3-1 pour les Warriors. Moi, je voyais 3-0 pour les Warriors. Et je suis content que Houston les pris parce que 3-0, ça aurait été sévère. Maintenant, moi, je sens une force collective côté Warriors qui est pour moi exceptionnelle. Et est-ce que 2 jours après, les efforts physiques faits par les Rockets, ils vont être capables de réitérer ça. Capella, moi, j'ai trouvé plutôt bon. Schumper, je suis pas sûr qu'il mette 3 paniers à 3 points. Chris Paul peut être meilleur aussi, par exemple. Chris Paul peut être un peu meilleur, ouais, c'est sûr. Chris Paul peut être meilleur. Après, qu'est-ce que tu penses de cette option qu'ont fait les Warriors des fois de faire lâcher la balle à James Harden? Ils ont été sanctionnés, mais c'est assez rare de le voir finalement. Mais ça, on en a parlé sur les 2 premiers matchs déjà. Moi, j'aime beaucoup ce que fait défensivement les Warriors pour plein de trucs, c'est qu'ils décident de ce qui va se passer. J'adore, moi, l'idée que, surtout dans le basket, dans d'autres sports c'est aussi vrai, mais dans le basket, tu décides des événements. Alors peut-être que tu seras battu, peut-être que l'attaquant sera meilleur, l'adversaire sera meilleur, mais en tout cas, par moment, ils sont là, Iguodala lâche son joueur, boum, ils viennent à 2, et au bout d'un moment, James Harden est un bon joueur, driver sur 2 mecs, ça n'a pas de sens. S'il y a 2 gars sur toi, forcément, il y a un gars à l'opposé, et c'est vrai qu'il y a cette action, alors c'est pas James Harden, mais c'est vrai qu'il y a une prise à 2 à un moment, c'est James Harden qui prend un tir à 45 à l'opposé avec une extra passe de Houston. Houston a bien joué les coups là-dessus, et pourtant sur les 2 premiers matchs, ils n'ont pas bien joué les coups. Donc chaque match a vérité, on verra. Pour répondre à la question ce soir, je ne serais pas surpris non plus que Houston fasse un exploit. Moi, je vois à domicile, je vois 3. Alors, si j'ai 10 000 € à mettre, c'est toujours pareil. Hein. Si j'ai tout mon PEL à mettre, je mettrai sur Golden State, je suis pas fou. Soit 630 €. 630 €,27 centimes, hein, c'est important. Non, je serais pas surpris, quoi. Je vois encore un 4e match très serré. 4e match très serré veut dire pièce en l'air. On le souhaite. Ça te va? Vous me dites dans les commentaires hein, si vous êtes plutôt Houston, si vous êtes plutôt Golden State, et on en parlera dès demain soir, on l'a pas dit, tu vois qu'on avait une annonce. Demain soir, 17h30, on est en direct pour faire la radio. Ah oui, c'est vrai. Oui, merci Erwan de me le rappeler en début d'émission. Donc si vous êtes là, on vous rappellera sur chaque vidéo. Demain soir, sur la radio, vous pourrez nous appeler sur la chaîne YouTube First Team, comme vous l'avez l'habitude, 17h30, 19h30, mardi soir, juste avant la Ligue des Champions entre Liverpool et Barcelone. Voilà, on a fait le tour de la conférence Ouest. On peut pas prendre l'avion, prendre la première classe et aller dans la conférence Ouest. C'est parti.